David Doucan pour le journal, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. C'est l'événement, l'album posthume de Johnny Hallyday. Europe 1 vous fait découvrir les 11 nouveaux titres toute la journée. Nous serons avec ses plus grands fans dès le début de ce journal. On peut désormais parler d'une affaire Mélenchon, comportement violent vis-à-vis des policiers et du procureur. Qu'en pensent les militants insoumis? Certains commencent à douter, reportage à suivre. Et puis, les vacances de la Toussaint, c'est ce soir. Comment faire garder les enfants? Les sauveurs sont bien souvent les grands-parents. Europe 1. Mon pays, c'est l'amour. 11 chansons enregistrées avant la mort du chanteur, disponibles depuis minuit. C'est pour les fans une émotion parfois indescriptible. Rejoignons tout de suite Aude Vernuccio. Vous êtes dans le bar L'Amitié Malakoff en banlieue parisienne avec la patronne Nadine Boursier qui n'a pas dormi de la nuit. Et oui, on l'a retrouvée ce matin, les yeux cernés mais remplis d'étoiles. Dans son bar ou du sol au plafond, le carrelage, les murs sont recouverts du visage de Johnny. Écoutez sa toute première réaction. Quelle nuit, franchement, franchement, ça a été un bonheur. Franchement, un bonheur parce qu'on a vraiment retrouvé du Johnny. J'ai été même étonnée par la voix parce que j'avais regardé les vieilles canailles et on voyait que ça peinait quand même un peu. Et là, mais alors, même les aigus, waouh, c'est une tuerie. Une voix qui vibre lorsqu'elle chante « J'en parlerai au diable ». C'est simple, cette fan en a le souffle coupé. Ah non, elle est magnifique. Ça monte, il porte une émotion, mais quelle bête. Des paroles intimes de la chanson Pardonne-moi au son plus rockabilly de Made in Rock'n'Roll. Nadine est conquise et commence même un peu à danser. Ça me rend heureuse parce que, en tout cas, si c'est la fin, c'est une merveilleuse fin. Ça fait un peu comme le rock'n'roll ou la musique que j'aime. On se lâche et je pense que justement, on fait un peu la fofolle. Tout à fait, ouais. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ce soir, ce sera karaoké dans ce bar avec les tout nouveaux titres de Johnny. Eh oui, Aude Vernucci, on imagine que Nadine est certainement émue parce qu'on a le sentiment, en écoutant la voix puissante de Johnny, qu'il n'est pas parti, qu'il est encore là ou qu'il va encore revenir pour d'autres chansons. Ben oui, c'est-à-dire que Nadine est à la fois heureuse de cet album qui, selon elle, va faire un tabac, mais aussi sous le choc parce que ça y est, il est parti, réalise-t-elle aux dernières notes du CD. Je crois que ce sera d'ailleurs le cas pour beaucoup de femmes qui, désormais, vont pouvoir commencer leur deuil. Merci Aude Vernuccio pour ce reportage en direct. Europe 1 vous fait découvrir tout au long de la journée, dans chaque émission, les 11 titres de cet album posthume, événement de Johnny Hallyday. Europe 1, il est 8h03. Venons-en maintenant à ce qui est devenu l'affaire Mélenchon. Le leader des Insoumis a répondu hier aux enquêteurs dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. À sa sortie, il a mis en cause Emmanuel Macron, qu'il accuse d'être à l'origine d'une manœuvre politique. Le président de la République lui a répondu avec une certaine fermeté depuis Bruxelles en marge du Conseil européen. Écoutez. Nous avons une constitution, elle est claire. L'autorité judiciaire est indépendante dans notre pays et j'en suis le garant. Pour tout le monde. Et n'en déplaise à certains, il n'y a pas d'exception. Et les images de Jean-Luc Mélenchon en train de hurler sur un policier et sur le procureur n'en finissent pas d'entraîner des remous. Oui, c'est même une enquête pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique qui a été ouverte et confiée au parquet de Bobigny. Le comportement du leader insoumis commence à semer le doute au sein même de son mouvement. Certains militants le soutiennent sans flancher, d'autres au contraire se demandent s'il a vraiment la bonne stratégie. Reportage Mélanie Nunes. C'est la première fois qu'ils se revoyaient depuis les perquisitions. Rendez-vous dans un café de l'Est parisien, une bière dans la main, tour à tour. Ils reviennent sur les déboires de celui qu'ils soutiennent depuis des années, Jean-Luc Mélenchon. Moi, ça m'a touché. Je me sens concerné, quoi. Je me sens attaqué. Je sentais ça comme une agression et je suis venu immédiatement soutenir d'ailleurs au siège de la France Insoumise dès que j'ai su. J'ai du mal à croire que tout en haut, on ait pu faire n'importe quoi, alors que tout en bas, on nous demandait de déclarer jusqu'au moindre 5 € dépensés. Cédric ne souhaite pas que leur mouvement ne soit associé qu'à une seule personne, leur leader. Il a réagi très fort. On ne vous demande pas de vous marier avec lui, quoi. Enfin, il faut dissocier deux choses. On milite pour des idées. On ne peut pas gérer une campagne autour d'une petite phrase ou d'un petit dérapage. Dès ce week-end, ils repartiront sur le terrain 2 fois plus combatifs, disent-ils. Battre la campagne pour ne pas laisser le doute s'installer à quelques mois des élections européennes.
Jean-Luc Mélenchon s'était aussi moqué de l'accent du Sud, d'une consoeur de France 3. Beaucoup de réactions choquées et carrément le dépôt d'une proposition de loi, David Doucan. Oui, c'est la députée La République En Marche, Laetitia Avia, qui souhaite légiférer contre les discriminations linguistiques, ce qu'elle appelle la glottophobie. Vous connaissiez ce terme ? Oui, parce que ça vient du grec glossa ou glotte, effectivement, qui est la langue en fait. Voilà. C'est ça. C'est un néologisme théorisé en 2016 et ça veut dire donc discrimination linguistique. L'invité d'Audrey Crespo-Mara dans 10 minutes sera la députée insoumise Danielle Obono. On en parlera avec elle certainement. C'est le genre d'information qui a toujours le don d'exaspérer ceux d'entre nous qui payons, rubis sur l'ongle, nos impôts. Nos impôts, mais je n'ai pas la feuille. Alors, je veux vous parler, c'est pas grave, je veux vous parler de ce système d'évasion fiscale révélé hier par le journal Le Monde. C'est très simple, 3 milliards d'euros échappent au fisc français chaque année parce que les détenteurs d'actions font usage d'un mécanisme avec la complicité des banques pour échapper à la taxe sur les dividendes. Est-ce légal ? Oui. Est-ce moral ? Sans doute un peu moins. Les banques françaises, gênées aux entournures, essaient de s'expliquer. Emmanuel Dutheil. Société Générale et BNP Paribas le disent en cœur, nous n'avons aucun commentaire à faire, ça c'est pour la partie officielle. Au-delà de ça, elle tente de se défendre et là encore, elle parle plutôt d'une même voix. Pour l'une d'elles, c'est surtout un sujet allemand, les banques françaises sont toutes petites dans ce dossier. Une autre ajoute, il y a un petit montage de la part du Monde pour faire parler, c'est un effet loupe. La banque Crédit Agricole est peut-être la plus bavarde dans un court communiqué. Elle dit en substance qu'elle n'a rien du tout à se reprocher. Une autre des banques concernées affirme ne pas avoir le sentiment d'avoir mal agi. Et la troisième précise que sur les activités potentiellement en cause, elle a fait l'objet d'une vérification du fisc. C'était l'an dernier, une vérification qui n'aurait rien donné. Si malgré tout, elle devait ne pas avoir respecté toutes les règles, Bercy a déjà prévenu qu'il serait intraitable avec les banques françaises. Les précisions d'Emmanuel Dutheil, le chef du service France d'Europe 1. Et puis cette information que nous vous révélions sur Europe 1 dès 6h ce matin, le tueur en série, Michel Fourniret, va être pour la première fois confronté aujourd'hui chez le juge à son ex-épouse, Monique Olivier. Europe 1. À suivre dans le journal de 8h de David Doucan, l'affaire Khashoggi, en train d'exploser et qui met dans la tourmente le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salam, alias MBS. La suite du journal avec vous, David Doucan, ce sont les conséquences de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Le royaume saoudien vacille. Oui, d'abord, Donald Trump a changé de ton cette nuit. Le président américain, qui peu ou prou ménageait jusqu'ici son allié du Golfe, a menacé Riyad de très graves conséquences, je cite, si sa responsabilité était confirmée dans la disparition du journaliste. Et puis, la semaine prochaine se tient dans le royaume un forum économique, le Davos du désert, sauf qu'il est devenu infréquentable, ce forum. Christine Lagarde, la patronne du FMI, mais aussi Bruno Le Maire, pour ne citer que le ministre de l'économie français, ont annoncé qu'ils boycottaient l'événement. Mohammed Ben Salman est fragilisé, l'économie saoudienne ébranlée. Les explications de Jean-Sébastien Soldaini. L'affaire Khashoggi est allée jusqu'à toucher la bourse de Riyad, moins 7% en début de semaine, au plus fort des pressions internationales. Un coup dur pour ce pays qui, certes, n'est pas un modèle en matière de droits de l'homme, mais qui, jusqu'à présent, n'apparaissait pas comme étant un État voyou. Joseph Baoud, spécialiste du Moyen-Orient à la Fondation Carnegie, voilà un très mauvais signal envoyé par les Saoudiens. Si l'affaire Khashoggi s'envenime, à ce moment-là, vous pouvez voir de gros groupes pétroliers, d'armement, de BTP se retirer du marché pétrolier et le pays devenir de plus en plus paria, etc. Tout ce que fait le prince héritier montre que le processus judiciaire n'est pas du tout respecté. Donc si vous avez un litige demain avec l'Arabie Saoudite sur un contrat d'État ou sur un gros contrat d'investissement, vous n'êtes pas sûr de retrouver votre argent. Mais ce pourrait être la faute de trop, dit-il, celle qui pourrait pousser Washington à voter un texte interdisant les investissements américains en Arabie Saoudite, suffisant pour faire tanguer l'économie de cette monarchie pétrolière. Information et décryptage signé Jean-Sébastien Soldaini. Les vacances de la Toussaint qui commencent avec les départs et pour beaucoup de parents, faire garder les enfants pendant 2 semaines reste un casse-tête. Oui, parce que quand on travaille, c'est difficile de poser des congés alors que l'été vient de se terminer. Il y a le centre de loisirs, mais cela coûte parfois un peu cher. Les sauveurs. Quand on a la chance de les avoir toujours auprès de nous, ce sont les grands-parents. Reportage signé Yasmina Katou.
Comme un avant-goût de vacances, Marguerite est venue chercher sa petite fille Marine à la sortie de l'école. Pendant 2 semaines, mamie ne va pas chômer, gâteaux, jeux, promenades. Mais la grand-mère s'offre à chaque fois une cure de jouvence. J'ai l'impression de me retrouver une génération en arrière. C'est comme si je m'occupais de ma fille, etc. On retrouve les automatismes en fait, qu'on a gardés. On est tellement contents de les avoir. La plus contente, c'est la petite tête blonde de 8 ans qui avait pourtant le choix. Mamie, je préfère et le centre aéré, j'aime pas trop. Le centre aéré, moins distrayant pour la fillette et moins pratique pour les parents. Razika fait-elle venir sa mère à la maison pour garder son fils et sa fille. Ils sont bien à la maison. Elle leur fait faire des activités comme de la pâtisserie, le jardinage qu'elle adore, potager. Elle nous a fait un super potager, donc ils ont plein de choses à faire avec mamie. Et rester avec mamie, c'est aussi évidemment plus économique. La journée au centre de loisirs, c'est entre 2 et 20 €. Reportage signé Yasmina Katou. Et maintenant, cette information Europe 1 de dernière minute signée Guillaume Bier. Marc Bauer, l'actuel maire de Val d'Isère, a été placé en garde à vue la nuit dernière à l'issue d'une soirée alcoolisée qui a dégénéré en Alsace. Il se trouvait avec plusieurs dizaines d'autres élus dans une brasserie de Colmar. Vers 1h du matin, les policiers ont été appelés en raison d'un tapage nocturne. Ils ont arrêté le gérant de la brasserie et son fils qui étaient ivres dans la rue. Et 1 heure plus tard, plusieurs convives, dont le maire de Val d'Isère, Marc Bauer, sont allés protester devant le commissariat. Et c'est à ce moment-là que le maire de Val d'Isère a été arrêté à son tour. Ça n'a pas été efficace, visiblement. C'était le journal de David Doucan.